Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. Et bien sûr, toujours les coups de cœur de la librairie au fil des pages. Bonjour, nous avons rencontré, guillemets, la revue Empreinte avec son numéro 33 il y a 2 mois. Cette revue est publiée par les éditions de l'Usine et par Claude Brabant, une femme qui s'intéresse à la création artistique. Allez, faisons une comparaison bizarre. Elle s'y intéresse d'une manière radicalement différente d'un Bernard Arnault ou d'un François Pinault. Pas d'idée de rendement, de rentabilisation et de spéculation, mais de découverte et d'ouverture. L'Usine, l'Empreinte, sont adossés à une salle d'exposition et à une association à but non lucratif. Dans les monographies éditées par l'Usine, on trouve Couleurs de rêve, paru en 2012, un livre de collages et de textes de Philippe Lemaire, qui travaille avec des gravures de vieux livres et journaux. Or, Philippe Lemaire, on le connaît, on aime son travail. Il vient au Pirouésie, à Pirou, dans la Manche, dans un nid d'oulipien ou d'oulipophile, depuis quelques années. Cette année encore, cette semaine même. Il y proposait un atelier de collage hyper suivi. Mais revenons à Empreinte et à comment nous l'avons rencontrée. Re-guillemets. Cette revue, beau papier, belle réalisation, noir-blanc. Des photos animaliéro-mobilières de Pierre-André Sauvageau. Des gravures de Max Ernst, comparées à celles dont il s'est inspiré, d'Antoine François Claude. Des griffonnages de Massimo Borghese. Cette revue a contacté Véronique Garrigou, dont Claude Brabant avait lu une nouvelle publiée dans un recueil. Véronique Garrigou est havraise. Quelqu'un que lire, écrire, aider font vivre. Je ne sais pas dans quel ordre. Ses textes sont au nombre de 3 dans Empreinte, représentatifs de ce qu'elle écrit. Un peu dur, plus encore mélancolique, des gris colorés. L'humain n'est pas heureux. Comment le serait-il ? Ici, il s'agit de femmes. Elles ne sont pas heureuses. Comment le seraient-elles ? Des nouvelles atmosphériques qui, mises bout à bout, par petites touches, disent tout d'une société. En voilà un extrait. Elle attend. Dans l'immense salle commune carrelée comme une cantine d'entreprise. Assise bien droite sur une chaise inconfortable qu'elle a installée juste derrière la baie vitrée. Elle attend. Les yeux rivés sur l'ombre verte et fluide des arbres du parc. Elle ne scie pas. Elle ne bouge pas. Ses mains ravinées, tachées de brun, sont posées sur ses genoux, immobiles, elle aussi, inertes. On dirait une statue. Elle porte toujours une de ces blouses grises à fleurs bleues qu'elle devait acheter autrefois au marché. Parfois, quelqu'un traverse le jardin et s'avance vers la porte d'entrée. On voudrait qu'elle tressaille, que son visage trahisse quelque chose, que son regard s'émeuve. On voudrait que cette visite soit pour elle. Voilà, cet extrait de Empreinte, numéro 33. Au revoir.
Marc Blondel, bonjour. Bonjour, Alors, vous avez été professeur de russe, je crois, pendant toute votre vie. c'est ça. D'abord au lycée Pasteur à Lille et ensuite j'étais coopérant 3 ans en URSS à l'époque. Et ensuite, ma femme et moi, nous avons été nommés au Havre en 74, en septembre 74. On avait demandé 2 postes au-dessous de la Loire et il y avait un poste double au Havre. Et nous sommes devenus havrais depuis 74 et nous y sommes restés. Voilà. Alors, on vous connaît pour la chorale russe. Oui, parce que très tôt, je m'intéressais au chant et à la musique traditionnelle. Et dès que nous sommes arrivés au Havre, on a animé ce qu'on appelait à l'époque le club de russe du lycée François Ier. Et de fil en aiguille, c'est devenu la chorale Tchaïka, qui dépend de l'association Tchaïka. Voilà. Qui a d'ailleurs une certaine célébrité sur le Havre. Je ne sais pas si c'est une célébrité, mais qui a au moins le mérite de durer dans la durée, quoi. Voilà, Oui, effectivement. tant qu'on est actif et tant qu'on a d'énergie, on la fera durer. Voilà, pour Oui. nous, puis par rapport aux Russes, c'est Oui, une sorte d'engagement. Voilà. c'est ça. Je crois que vous y avez des belles voix. On a quelques voix, oui, de temps en temps. Puis en ce moment-là, on avait eu la chance d'avoir recruté une certaine Valentina Jelonkina, qu'on a depuis plus d'une dizaine d'années, qui est quelqu'un qui a demandé l'asile en France. Et puis, Oui, il s'avérait que là-bas, elle chantait dans des chorales. oui. Donc, elle a une voix propre Une voix à magnifique. ces Russes qu'on entend de temps en temps Oui, à la radio ou dans des disques. Une voix oui. très, très... qui n'est pas dans les hauteurs, qui est plutôt grave, mais très, très puissante, quoi. C'est ça. Oui, oui, oui. Ah oui, elle est superbe. Voilà, on a quelques Russes qui chantent avec nous, oui. Oui. À l'occasion, mais ça bouge, voilà. Il y en a qui viennent, qui partent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent aussi. C'est un Est-ce qu'il petit faut peu- savoir parler russe pour faire partie de pas, votre chorale? pas nécessairement, au contraire. On a pas mal de gens qui sont des Français, des francophones, qui viennent d'autres chorales et qui sont intéressés par cette langue un petit peu originale, un peu exotique. Et puis justement, Joël, mon épouse, dispense un cours l'heure d'avant d'initiation au russe chanté. Donc la lecture, la prononciation, la phonétique, c'est une sorte de préparation au chant et qui, à mon avis, est très important, qui permet de mieux comprendre et de mieux chanter les chants plutôt que de s'y mettre directement. Bien Ça. sûr, oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on a trouvé une Je parade. crois que vous répétez maintenant dans une école, hein? C'est ça, on répète à Ouais. l'école de la Mailleraie. Parce qu'en fait, les lieux manquent, hein, je crois, pour Et c'est pas pouvoir facile. travailler. Oui. On a été hébergé dans plusieurs endroits. On était au collège Joliot-Curie, on a été au lycée François Ier, on a été même au conservatoire 2-3 ans. Puis ça devenait trop étroit. On nous envoyait dans des petits bureaux de professeurs. Et là, nous sommes depuis 2 ans dans l'école de la Mailleraie, c'est-à-dire on est hébergé par la ville. Oui. On a un contrat Oui. comment on appelle ça, d'occupation de locaux scolaires. Oui. Et on y est les mercredis de Oui. 5h à 7h30. Ah, voilà. De 5 à 6, c'est Oui. l'initiation russe. Et puis de 6 à 7h30, c'est la chorale proprement dite. Voilà. Donc, avis à ceux qui veulent vous rejoindre Tout à fait. pour la rentrée prochaine. Et on est très souple, on propose aux gens de venir faire un tour, venir 2-3 fois. S'ils adhèrent, eh bien, ils s'engagent un peu moralement de faire l'année, mais ils ont tout à fait le droit de ne pas adhérer, de trouver que c'est trop difficile. Voilà, Éventuellement. c'est sur une base vraiment Oui. d'engagement volontaire, là. Oui, c'est ça. Oui. Pas de rigidité, là. Alors, je crois aussi qu'on vous doit un collectage, ma foi, très intéressant de chants traditionnels haut normands. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, je vais vous en parler, surtout que il est redevenu un peu, au jour. Il a refait surface à l'occasion des 500 ans du Havre, c'est-à-dire en 2017. C'est un collectage qui remonte à une quarantaine d'années, du temps où, quand j'étais arrivé au Havre, justement en 74, là, très tôt, je me suis intéressé. C'était l'époque du folk, ce qu'on appelait le folk, qui venait des États-Unis. Et je me suis intégré dans à l'époque, c'était
Porte Océane, il y avait c'était la MJC. Oui. La fameuse MJC. C'est vrai. Je sais pas si tu l'as connue, c'était Oui, MJC. complètement. Et il y avait des ateliers folk là, à MJC, avec une initiation d'instruments et tout ça. Et j'ai rencontré des gens, dont Michel Colleux, François Redon et d'autres, qui à l'époque étaient dedans, surtout Michel Colleux, qui était un Havrais, et qui a tout de suite été branché dans ce traditionnel normand depuis 2-3 ans. Et je résume un peu. Et donc on a fait un groupe, tous les trois, qu'on a appelé Jolie Brise. Oui. C'était les années 77-78. Un groupe de folk. On faisait des veillées et des bals folk. Michel, lui, il faisait que ça. Et François et moi, on était profs tous les deux. Lui était prof de français à Montivilliers. Moi, j'étais déjà professeur de russe. Et en faisant partie de ce groupe, je me suis rendu compte que le collectage était indispensable. Comment on veut dire, d'aller aux sources. Alors qu'on peut... Fondamentalement, on peut faire cette musique sans l'avoir collectée, mais pour bien la transmettre, enfin, c'est une discussion esthétique. Oui, c'est important. C'est un problème esthétique à la limite, qui n'est pas tranché. Mais toujours est-il que Michel Colleux, qui était le père fondateur du groupe, considérait que sans collectage, c'est-à-dire sans avoir été auprès des gens qui chantaient ces chants ou qui les ont entendus par leurs parents, grands-parents, on ne peut pas bien les interpréter. Voilà, voilà l'idée. C'est à discuter, parce que moi je pense, aujourd'hui, avec le recul, je pense que ces chants, ils vont au-delà de ça. On n'est pas obligé on peut les réinterpréter sans les trahir. On peut musicalement il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai une vision beaucoup plus ouverte. On peut les réinterpréter. On pose a priori qu'on les connaît. Oui. Elles sont toutes transmises. Alors, ce collectage... Toujours est-il que, tant bien que mal, parce que moi j'avais mon boulot quand même de prof, ma famille, j'en ai fait un petit peu. Un peu sur des moments que je pouvais. Il nous a montré un peu comment faire. Et surtout, on en a fait quand le groupe, eux, ils sont devenus professionnels. Ils sont partis en Basse-Normandie. Je crois que c'était dans les années 79 peut-être. Bref, moi je me suis retrouvé orphelin de ce groupe, et j'ai poursuivi avec un ami, Bernard Audouze, qui était collègue de français au lycée François Ier. On a poursuivi un peu cet esprit. On a fait quelques veillées et on a fait du collectage, mais à une échelle un peu moindre, et on a fait ça sur les maisons de retraite du Havre. On a eu une sorte de contrat sur 2-3 ans, ce qu'on appelle les RPA, les résidences pour personnes âgées. Il y en avait une dizaine, aujourd'hui il n'y en a plus que 3 ou 4. Et on a eu la chance de... Tout ce que nous avait enseigné Colleux, là, on l'a pratiqué, on faisait une petite veillée, un petit goûter, et on collectait derrière. Donc on a pu collecter pas mal. J'avais une douzaine de cassettes. À l'époque, c'était le magnéto à cassette UR de très bonne qualité. Donc on a fait un collectage de 2 ans dans une dizaine de résidences. Et puis ce collectage, il était là, il dormait. Et parmi ce qu'on a collecté, il y avait des très belles choses. Il y avait des variantes des chants que je connaissais, mais il y avait des choses nouvelles. Voilà. Puis il y avait aussi pas simplement que des chants. Il y avait des gens qui nous parlaient du Havre d'avant-guerre, des anciens métiers, des anecdotes. Il n'y avait pas que du chant. Il y avait toute la mémoire des anciens. Et ça restait là bien tranquille jusqu'à 2017, où au moment du 500e anniversaire, Michel Colleux a pu contacter Monsieur Bacot, directeur du conservatoire, et comme il était havrais, et puis lui du collectage, il en avait un paquet comme ça. Il a dit on va faire un bouquin, comment il s'appelle ce bouquin, le Havre en chanson. Voilà, on va faire une sorte d'anthologie depuis le collectage très ancien jusqu'à des chants d'aujourd'hui. Une sorte de choix de chants sur la mémoire traditionnelle du Havre. Donc il a été la cheville ouvrière de ce projet.
Il est venu au Havre. Moi, je l'avais pas vu depuis 30 ans, Michel Collet. Je l'avais perdu de vue. Je l'avais rencontré un peu à Fécamp, mais lui, il était parti à Douarnenez, travailler au Chasse-Marée. Il est devenu une sorte de spécialiste de tout ça. Hein. Oui. Et on avait coupé les ponts. Moi, j'avais continué mon métier, travaillé à la fac, mais je l'avais encore dans la tête. Et je lui ai fait... Il a pris connaissance de ce collectage qu'il ignorait. Il a dit, mais c'est extraordinaire, on va l'intégrer au recueil. Et il en a pris tout. D'abord, il l'a fait numériser. Il est outillé pour ça, archivé, numérisé, classé, et il a introduit peut-être une quinzaine de chants dans ce recueil. Donc ça a donné un CD. Mais c'est pas mon propre collectage. Hein, bien sûr, l'ensemble. Une partie. Il a été intégré à l'ensemble. Il n'y a pas un CD. Il y a c'est pas un CD. Non, Qu'est-ce que c'est alors ? Il y a des codes barres. Il y a des. D'accord, c'est sur un site, c'est sur Internet. Comment on appelle ça on le flash. Il y a des flash codes et puis la chanson elle est numérisée. Ah oui. Donc avec le portable, paf. D'accord. Il n'a pas voulu faire de CD en disant que maintenant ça se vend plus les CD, c'est moins intéressant. Bon. Il suffit d'avoir le flash code QR code. Oui, c'est ça. D'accord. Donc si tu veux le chant, il est numérisé, on le scanne et on entend sur toutes les chants du recueil ou bien la personne collectée, c'est-à-dire l'ancien, dont certains de mon collectage, bien sûr, ou bien certains chants réinterprétés qu'on a fait nous avec une petite équipe, avec Monsieur Bacco, qu'on a monté, on a fait une ou deux séances de travail. C'est avec ça que vous avez fait un concert, je crois, vous en avez fait ailleurs. À Saint-Franklin, à Lyon aussi, je crois. Et on en est à faire à Lyon à l'automne dernier, pour promouvoir le livre. C'est un événement ponctuel, mais très, très, très enthousiasmant. Très riche. Une sorte de... Comme si on revenait 40 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire ? À l'occasion du 500e anniversaire. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique et je m'y suis un petit peu raccroché. J'ai pas pu aller après. Après, il y a eu Fécamp. Il y a eu Fécamp en chanson l'année d'après. C'est-à-dire en 2018. Il a fait la même chose avec un corpus très très riche parce que Fécamp est à cause des Terre-Neuve de Fécamp, il y a une mémoire encore plus forte. Donc il a fait Fécamp en chanson. J'ai participé moi à l'enregistrement de certains chants. Avec Joël, pour le premier recueil et pour celui-là, on a fait toute la relecture de tous les textes parce qu'on sait le faire. Et on a fait la même chose pour Fécamp en chanson. Mais j'ai pas pu aller à l'inauguration de Fécamp en chanson parce qu'on était pris par des raisons personnelles. Et du coup, vous avez fait un livre aussi avec tout ça ? Eh bien, chaque fois, il y a un livre. Donc il faut nous en parler, peut-être on trouve à la galère. Ce livre, il s'intitule comment ? Il se trouve Le Havre en chanson, ou bien Fécamp en chanson. C'est un exemplaire de cette série, La mémoire des villes portuaires, produite par comment il appelle ça ? L'OPCI, l'Office public de création immatérielle, qui se trouve entre autres à la Galerne. Mais si on met Le Havre en chanson, on aura tout de suite la référence. On peut le commander. Donc mais c'est très intéressant. Et j'ai participé pour Le Havre en chanson aussi. Ça m'a intéressé à l'iconographie. Il a fallu trouver des illustrations, donc pendant toute l'année 2017, j'étais chargé par Michel d'aller j'étais aux archives, j'étais à la bibliothèque Salacrou, j'ai remis le nez dans des documents anciens, tu vois. Il y a des articles de journaux. Bien sûr. On a découvert même quelques chants comme ça, cités par des vieux articles de journaux. Les bibliothécaires ont été très sympas, ils m'ont guidé dans ma recherche, tu vois, je suis pas allé comme ça. J'ai dit voilà, ça m'intéresse, moi, le chant traditionnel, qu'est-ce qu'il y a sur le Havre, est-ce qu'il y a eu des expositions, et je l'ai aidé pour l'iconographie aussi. Mais en fait, cette transmission-là des anciens, ça demandait un vrai travail, ça tombe pas du ciel. Ça demande une prise de conscience. Michel, il est un peu, tu vois, lui, c'est un pur et dur, quoi. Il n'a pas bougé depuis 40 ans. Physiquement, il a bougé, mais je veux dire, il est là-dedans, il est tombé dedans, et il consacre sa vie à ça, c'est-à-dire le collectage de. Mais ce que je veux dire, c'est que les anciens, ils vont pas nous dire comme ça, tout de go, leurs souvenirs. Non, il faut aller les chercher.
puis il faut l'amorcer. C'est ça. Il y a toute une approche psychologique, il faut un prétexte. Oui. On va pas demander aux gens, racontez-moi, chantez-moi un chant. Bien sûr. Il faut commencer par leur dire, est-ce qu'il y avait des fêtes? Oui. Est-ce qu'il y avait des repas de famille? Bon, qu'est-ce que vous chantiez à ces repas de famille? D'accord. Est-ce qu'il n'y avait pas des chants que chacun chantait? Il y avait un tel qui poussait sa gueulante. Là, ça se passait comme ça. Il y avait des chants un peu coquins qu'on chantait à la fin du repas. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas des moments de l'année où vous chantiez particulièrement? Si, au jour des rois. Oui. Est-ce qu'au Havre, il n'y avait pas des rondes on ne faisait pas des rondes dans certains quartiers du Havre dans les années avant-guerre et on ne faisait pas une couronne de végétation? Est-ce qu'on ne dansait pas des rondes sous la couronne? Après ça a disparu. Enfin, il faut les amener au... Comment, quand on connaît ce folklore, cette histoire, on les amène tout doucement. Est-ce qu'il n'y avait pas des vendeurs de rue? C'est quand même assez simple. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui passaient dans les rues, des chiffonniers ou des vendeurs de gaufres ou de plaisir, des oublis qu'on appelait ça, et ils avaient peut-être une façon particulière de le dire, mais ça leur revient en mémoire, parce que tous ces chants, ils étaient liés à la vie d'abord de campagne, puis après une certaine vie urbaine, puis après ils se sont dilués. Après il y a eu les chansons des revues parisiennes. Enfin, tout ça après ça a disparu. C'est une époque révolue. Tu comprends? Mais c'est encore vif dans leur mémoire. Comment? Et c'est vif dans leur mémoire, ils n'ont pas oublié. De certains, maintenant ça devient rare parce que les gens d'aujourd'hui, si tu viens collecter des personnes. Nous avec Michel, l'an dernier, on a collecté des gens, des anciennes institutrices, parce il continue à collecter lui. Il avait des adresses et on a rencontré 2 dames qui étaient institutrices au Havre avant la guerre. Et pendant 1 ou 2 heures, on les a enregistrées, ils nous ont chanté des chansons d'enfants, mais qui avaient des particularités havraises, des chansons qu'on connaît, du folklore enfantin, mais avec des petites variantes havraises, avec des sites, des lieux, des toponymes havrais. Ça, c'est sympathique aussi, tu vois, qu'en 2017 ou 2018, tu peux encore... C'est pas enregistrer des choses intéressantes. Rien que de les voir... se souvenir c'était très émouvant. Toi tu te souviens, on chantait ça. Tu vois, rien que de voir c'est une émotion très forte, ça. Tu vois, c'est vrai. Parce que ça les reprojette. Et puis ils en connaissaient un paquet. Ils en connaissaient des dizaines et des dizaines. Ah oui, oh là là. Des chants pour enfants, tu vois, du folklore enfantin, ce qu'on appelle le folklore enfantin. Oui. Mais il faut sentir en empathie quand même, pour pouvoir obtenir ces chants. Il faut le faire de manière non directive. Il faut surtout pas. Ça c'est pédagogique. Tu dois le savoir. Faut pas souffler la réponse avant. Bien sûr. Parce qu'il faut surtout pas. Parce qu'il se peut que la personne va te donner autre chose. Ce qui est intéressant, c'est savoir, c'est la variante. Si elle te chante la Clairefontaine, si elle te chante une variante, ça c'est très intéressant parce qu'on rencontre des chants. On se rend compte que dans le domaine traditionnel, il y avait énormément de variantes et de textes et de musique. Et tu vois, ça glissait. Parfois, il y avait le même texte sur une autre musique où c'était à danser. C'est très mouvant tout ça. Toi, tu sais plus quel est l'autre. Ça bouge. Un chant, il va d'un pays à l'autre et puis il se transforme au gré des... Oui. C'est tout un monde, ça. C'est tout un monde, mais un monde quotidien. Ça aussi, ça me frappe, non? Qu'est-ce que tu veux dire quotidien? C'est-à-dire les gens chantaient. Mais le chant faisait partie de leur vie quotidienne. Voilà, c'est ça. Ils étaient dans les filatures, ils étaient dans les champs. Quand il n'y avait pas la radio, ils chantaient, ça remplaçait la radio. Faut pas se désoler, c'est un changement. Maintenant, on écoute la musique. Avant, on la chantait. On en chantait ce qu'on avait entendu d'avant, tu vois, où les marins, pour faire la manœuvre, ils chantaient pour se donner. Ça avait une autre fonction, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Comme quoi la musique était pratiquée. Elle était inhérente au quotidien. C'est ça. Moi, je me souviens de ma mère, qui est morte à 97 ans. Elle chantait tout le temps des chants d'avant-guerre des années 30, tu vois. Oui. Toi, sans doute, tu dois t'en souvenir de ça, non? Oui, c'est Elle vrai. était tout le temps... Elle chantait les ballades à la mode, tu vois. Qu'elle entendait peut-être à la radio, ou puis elle avait des feuilles volantes aussi. Elle achetait les feuilles volantes, tu vois, des feuilles avec une chanson avec la partition, puis le texte. Ou des airs d'opéra, ou des airs d'opérette, tu vois, des airs qui étaient en vogue. C'est ça.
Oui. Et c'était pas des chants traditionnels, mais il pouvait y en avoir. Oui. Des chants traditionnels qui enfin étaient bref, on chantait. mélangés aux autres. Oui. C'est une autre. c'est fini tout ça aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui à l'ère du portable, du smartphone, tout ça. Manifestement, il y a des. Musique, il y a des jeunes ou moins jeunes qui chantent encore. Ils chantent, ils créent, ils composent, ils font du rap. Ou autre chose. Le rap aussi, c'est une création spontanée, urbaine, poétique, suffit. Oui, manifestement, il y a un besoin quand même de s'exprimer comme ça. Ça prend des en formes musique. différentes. Oui. Ça, c'est... Voilà. Oui, bon, on va essayer de se procurer ce livre alors à la Galerne. Bien sûr, voilà. Oui. C'est une sorte de ce livre, il peut servir à plein de gens, tu vois, aux instituteurs, aux chercheurs. À mon avis, c'est un fondamental, tu vois. Tu te mets dedans et puis à partir de là, tu te fais travailler avec une école ou changer les paroles. Je veux dire, c'est une sorte de... Ça va être un outil de travail. Un utilitaire, bien sûr, à mon avis. Et puis beaucoup de gens vont s'en servir aussi. D'accord. Voilà. Très bien. Marc Blondel, merci beaucoup. De rien. Merci. De rien. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Bienvenue au fil des pages. Alors bientôt la rentrée littéraire. Oui, bientôt. Enfin, on est déjà en plein dedans. Moi, je le suis depuis plusieurs mois déjà. Et je suis ravie là parce que je peux désormais vous parler du livre, du nouveau roman de Marie Darrieussecq. Très bien. Marie Darrieussecq, c'est une autrice ou écrivaine que j'aime particulièrement, qui aborde des sujets contemporains avec beaucoup d'acuité, une force romanesque incroyable. Et là, elle nous revient avec ce nouveau roman édité chez POL qui s'appelle La mer à l'envers. Et à travers ce roman-là, elle nous parle des migrants et de notre comportement face à ce drame. Voilà. Et elle plonge son histoire. C'est une famille qui est au bord d'un bateau. Le père, la mère vont partir en vacances et dans ce bateau, il y a un jeune migrant pour lequel la mère va s'attacher, se lier d'affection et va décider, pour qu'il puisse continuer sa route et ne pas être, de lui passer le portable de son fils. De son jeune adolescent qui va découvrir qu'il a perdu son portable, donc va s'énerver, même si la mère ne lui dit pas ce qui se passe. Et en fait, à travers ce portable-là, elle va continuer, puisqu'avec les systèmes de géolocalisation, à voir où ce jeune homme pour lequel elle s'est pris d'affection, comment il poursuit sa destinée une fois qu'il arrive en Europe. Oui. Il n'y a pas de misérabilisme chez Marie Darrieussecq, il y a juste un point de bascule où tout se révèle. Elle arrive à mêler des moments extrêmement drôles face au drame que rencontrent ces gens, mais avec un regard totalement bienveillant et toute l'intelligence que cette écrivaine a. Voilà. Pour moi, Marie Darrieussecq, c'est quelqu'un qui est important dans la littérature contemporaine, dans la littérature française, à travers les sujets qu'elle aborde, toujours avec beaucoup de sagacité et elle nous interroge sur notre époque. Elle nous Bien interroge. Sûr. Voilà. Je crois qu'elle écrit assez régulièrement dans Charlie Hebdo. Donc ces articles sont à découvrir. Oui, et puis surtout qu'elle est également traductrice et que là récemment elle a retraduit un texte de James Baldwin. Très bien. Dont on a vu récemment le texte mis au cinéma par Raoul Peck. Voilà. Dans Je ne suis pas votre nègre. C'est une femme qui est je ne sais pas si elle est militante ou si elle se considère comme étant militante, mais en tout cas son travail et son écriture a une importance, on va dire peut-être pas politique, mais une importance dans le débat contemporain. Elle est ancrée dans le monde. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Caroline. Merci Isabelle. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui.
Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.